Bien, Monsieur le Premier ministre, maire du Havre et président de cette très belle intercommunalité, Mesdames et Messieurs les ministres, chères Agnès, cher Patrice, j'ai plaisir évidemment à vous retrouver. Monsieur le Préfet, merci d'être à nos côtés. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du département, Mesdames et Messieurs les présidents d'intercommunalité, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, je voudrais évidemment avoir un mot, Mesdames et Messieurs les élus, pour tous les territoires que vous représentez, parce que c'est la diversité de notre pays, que nous parlions de territoires ruraux, urbains, ultramarins, insulaires, montagnards, maritimes, territoires de plaine. Je crois que nous portons les uns et les autres cette magnifique composition qui est celle de la France, et à travers chacune et chacun d'entre vous, j'ai une pensée évidemment pour l'ensemble des agents qui ne seraient pas ce que nous ne serions pas, pardon, ce que nous sommes sans l'accompagnement de nos agents qui, avec efficacité, loyauté et courage, nous accompagnent au quotidien. Alors, merci, vous avez raison. Évidemment, mon cher Édouard, nous sommes ici au Havre, dans une ville qui, plus que tout autre, sait ce que signifie faire face, surmonter les épreuves. On a tous en tête Le Havre 1944. Moi, je vous parlerai de Reims 1917. Et nous sommes du bois de ces territoires qui ont reconstruit, qui ont rebâti face à ce qui a été la barbarie des guerres du XXe siècle. Et ici au Havre, ville portuaire, je n'oublie pas évidemment le rôle qui est celui de cette ville, et je pense bien évidemment à mes deux ministres délégués, François Durovray en charge des transports et Fabrice Loher en charge de la mer. C'est dire si l'activité des ports, l'activité maritime est un des champs majeurs de l'activité qui est la mienne. Et je voudrais reprendre les enseignements de cet architecte Auguste Perret. Il est possible de bâtir dans l'adversité, il l'a démontré, et je crois que quelque part, le travail qui est le mien aujourd'hui est incontestablement de vous proposer que nous soyons en capacité de nous inspirer collectivement de sa force de volonté. Le Havre aujourd'hui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette volonté, elle a été en partie basée sur l'utilisation tout à fait innovante du béton armé. Eh bien, croyez, je vous le prie, de savoir que, incontestablement, ma volonté n'en est pas dépourvue. Alors, pour autant, à la différence de Perret, que l'on classe parmi les brutalistes, j'aurais tendance à vous dire qu'en ce qui me concerne, ma méthode sera plutôt celle du dialogue, de la contractualisation, du suivi concret des engagements dans un contexte que vous avez tous décrit. Merci d'avoir rappelé qu'effectivement, je suis des vôtres. Je vais vous le dire en un mot, l'intercommunalité, c'est 10 ans de ma vie. J'ai été présidente de la communauté urbaine du Grand Reims que j'ai créée. J'ai été toute présidente d'intercommunalité. J'étais à la conférence des 143 maires, la seule qui n'ait jamais été maire. C'est dire que oui, l'intercommunalité, ça compte. C'est dire que oui, l'intercommunalité, j'y crois. Et j'y crois parce que je l'ai vécu. Et je l'ai vécu, j'ai mesuré dans ce que j'appelle ma petite France, composée d'urbanité, sans une ville avec 43% de logements sociaux, la ville de Reims, mais également composée de ruralité, 143 communes, 111 de moins de 1000 habitants, 12 de moins de 100 habitants. Et donc j'ai mesuré ce que nous décrivions tout à l'heure, c'est-à-dire la force de cette communauté de projet, la force de se rassembler au-delà de nos approches politiques avec une passion, celle du territoire, un projet, celui pour le territoire. Et c'est peut-être en cela que l'expérience intercommunale, pour aller plus loin, cher Sébastien, c'est peut-être le modèle dont on a besoin ailleurs. En d'autres termes, quand on parle aujourd'hui d'un gouvernement dont on ne sait pas dire finalement, il n'est pas majoritaire, ça on l'a tous compris, il est composé de gens assez divers, est-ce que finalement on n'est pas dans une approche qui est un peu un modèle qui regarderait ce qu'est l'intercommunalité? Il y a parmi les membres de notre gouvernement, chère Agnès, des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents, horizons certes mais différents. Eh bien, je crois que quelque part, nous avons là incontestablement un modèle, peut-être à court terme, mais en tout cas un modèle qui aura
peut-être une capacité à embrasser différemment les sujets. Alors évidemment, cher Président, cher Sébastien, je ne vais pas dire que votre discours m'a étonné, mais vous avez raison. Nous nous connaissons depuis plusieurs années, cher Sébastien, et nous avons toujours choisi la franchise. Parce que dans ce que tu mets en avant, il y a évidemment cette volonté qui est celle de montrer combien l'interco est la collectivité qui a dans ses mains de nombreuses réponses concrètes pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Et en disant cela, je ne suis surtout pas en train d'opposer le maire et le président d'Interco, parce que, comme l'a dit Édouard tout à l'heure, le maire, pour moi, est le patron dans sa commune et l'Interco est au service de la commune. C'est extrêmement clair pour moi, je l'ai toujours vécu comme cela, mais c'est de cette complémentarité que nous tirons les réponses dont le territoire a besoin. Alors, je vous l'ai dit lorsque nous nous sommes vus la semaine dernière, effectivement, je souhaite que nous puissions travailler ensemble parce que je connais cette force de gouvernance et parce que je pense que c'est comme cela que nous serons en capacité de trouver des solutions. Alors, je vais aller immédiatement sur le sujet, qui est le sujet que vous souhaitez aborder, qui est celui des finances publiques. J'ai entendu, Monsieur le Président du département, le plaidoyer qui est le vôtre et je comprends la situation. Je la connais, mon président de département, Jean-Marc Rose, m'a dit il y a 3 jours, nous ne voulons pas être les mendiants de la République. Donc les choses sont claires et vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes des partenaires avec des exercices obligés qui sont extrêmement lourds. Vous l'avez cité vous-même, il suffit de regarder le RSA, même si, et Édouard le sait, parce que ça a été un des sujets des précédents gouvernements, il faut quand même se souvenir que l'emploi dans notre pays s'est considérablement amélioré. Regardez les préoccupations de nos concitoyens, elles ne sont plus en premier lieu sur l'emploi. Il n'en reste pas moins que cet accompagnement a été un des éléments de la situation financière de notre pays, comme nous ne pouvons pas non plus passer par pertes et profits les choix qui ont été faits sur la période du Covid où il a fallu accompagner et soutenir. L'interrogation que nous pouvons avoir, c'est la sortie du Covid et le coût de la sortie du Covid, qui effectivement, et je ne peux pas ne pas vous redonner les chiffres, parce que vous êtes des élus responsables, parce que, et je commence par là, vous êtes des élus qui votez des budgets en équilibre, vous êtes des élus dont les dont les investissements sont essentiellement financés par l'épargne, et donc par votre capacité à gérer. Pour autant, aujourd'hui, la situation du pays, vous la connaissez, 3 228 milliards de dettes, le coût de la dette, 55 milliards d'euros. Et la difficulté, et probablement l'élément un peu nouveau, y compris par rapport à la période de Cahors, c'est qu'on ne s'arrache plus la dette française parce que la situation française est tellement dégradée en Europe aujourd'hui que notre première menace, c'est une menace sur la trésorerie. Et c'est cela. Vous n'êtes en aucun cas responsable, je le redis, et je ne suis absolument pas solidaire de la fin d'un mandat compliqué d'un ministre qui a eu une parole que je ne soutiens aucunement, et je le dis très clairement, je l'ai dit partout, ça n'est pas le sujet. En revanche, nous avons une approche française extrêmement compliquée à laquelle nous devons apporter des réponses. Et pour Cahors, mon cher Édouard, j'ai vécu Cahors, j'ai hurlé pour Cahors, et pour autant, je dois reconnaître qu'avec mes équipes, nous avons relevé le défi. Et si tu ressors la photo, je fais partie des collectivités qui furent invitées à Matignon pour le résultat de Cahors. Comme quoi, après le choc, quand on sait travailler, il y a des réponses. Et c'est cela le sens de mon message ce matin. C'est qu'effectivement, nous sommes dans un contexte d'un texte, d'un projet de loi. Je rappelle que nous sommes arrivés le 21 septembre, date à laquelle, normalement, les textes arrivent au Parlement. Là, le texte n'était pas écrit, vous le savez, et effectivement, la brutalité de la situation calendaire est extrêmement difficile. Mon message ce matin, et je prends évidemment la main tendue, c'est que oui, concrètement, je suis à disposition pour que nous trouvions les voies et les moyens de réponse alternatives. Maintenant, je ne peux pas vous dire que je vais effacer les 5 milliards qui me sont demandés. Je ne le peux pas. Et donc, toute la question que nous devons travailler ensemble, c'est effectivement comment nous reprenons l'ensemble des différents dossiers. Et j'ai entendu les exemples qui ont été mis en avant tout à l'heure par Sébastien Martin. Et effectivement, je suis comme vous la première à dire que la norme doit être regardée
par le coût et non pas par l'hypothétique avantage qu'elle pourrait générer. Et c'est la raison pour laquelle la première mesure concrète que j'ai prise, ça a été de demander à Boris Ravignon, qui est assis devant moi au premier rang, dont le rapport a été souligné par beaucoup d'entre vous, de faire de ce rapport une réalité. En d'autres termes, Boris est à mes côtés au ministère. Son job, c'est de prendre ce rapport et d'en faire une réalité. Parce que ça, c'est une voie d'économie. Comment est-ce qu'effectivement, nous avons capacité à réduire la dépense? À chaque fois que nous réduisons une dépense, c'est quelque part un prélèvement de moins, puisque j'améliore ma feuille avec mes 5 milliards. Donc je ne suis pas exclusivement dans le tableur Excel de Bercy, je suis dans des solutions alternatives de maîtrise de la dépense. Parce que c'est cela que nous devons faire ensemble. Tu m'as dit que tu avais des propositions à nous faire, Sébastien. Je les prends, mais dans le quart d'heure. À chaque fois que j'ai une dépense en moins, je baisse la somme de ce que je dois faire. C'est le premier élément que je voulais évoquer. Le deuxième, sur cette histoire des 450 collectivités. Le sujet, c'est effectivement celui des 3 milliards d'euros. Quelle a été la démarche? La démarche a été de regarder les collectivités plutôt contributrices au FPIC, ne recevant pas la dotation de solidarité urbaine, le but étant évidemment de ne pas aller vers les collectivités qui ont les situations les plus dégradées. L'autre point, ce sont les départements, puisque nous savons, et pour avoir vu pas plus tard que la semaine dernière le président Sauvadet avec le président Jean-Léonce Després, c'est très concrètement le sujet de la situation de quasi-cessation de paiement d'un certain nombre de départements. Et quand je dis ça, vous remarquez que je ralentis le rythme pour bien préciser que je prends le rapport qui est celui de la Cour des comptes, qui met en avant que sur l'exercice 2023, il y a 5 milliards d'euros qui sont liés à des injections gouvernementales, l'augmentation de l'indice, la prime pouvoir d'achat des catégories C, et je pourrais continuer la liste, l'ensemble représentant 5 milliards d'euros. Je dis ça sciemment parce que dans mon propos, je ne voudrais pas que qui que ce soit imagine que je suis en train d'expliquer que les départements sont dépensiers. Les départements sont soumis à des dépenses contraintes sur lesquelles ils n'ont pas la main et qui est incontestablement un des éléments clés de la réflexion. Et donc, bien évidemment, dans la réflexion qui est la nôtre sur la participation à la réduction de la dépense par une baisse ou une non-utilisation des dotations, clairement, pas les communes en situation difficile, pas les EPI en situation difficile, pas les départements. Donc vous voyez que derrière, on arrive à un sujet qui est extrêmement compliqué. Et je mesure la difficulté qui est la vôtre sur ce finalement prélèvement qui potentiellement ne permet pas de poursuivre le programme qui est le vôtre, et surtout sur l'idée que 25 est clairement une sorte d'année gelée et que 26 est une année où potentiellement une partie des fonds peut être utilisée sur des dotations, ce qui veut dire que ça n'est pas le retour assuré pour chacune des collectivités. Je tiens ce discours de vérité parce que c'est le minimum de confiance entre nous. Et donc moi je suis prête à regarder comment nous pouvons avancer ensemble, mais je vous le redis, nous pouvons avancer uniquement en ayant en face de la baisse de dépenses. L'autre élément sur lequel vraiment je veux trouver des solutions, ce sont les 800 millions sur le sujet de la rétroactivité du FCTVA. Parce que comme vous, je suis une élue, que comme vous, je sais que quand on fait un plan de financement sur certains territoires, la situation financière peut être tellement tendue qu'on est conduit peut-être quelquefois à prendre un prêt relais. Et si on a pris un prêt relais, il faut le rembourser. Et si on vous pique la recette que vous attendez, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, c'est juste pas possible. C'est la raison pour laquelle, là encore, travaillons ensemble. Moi, je pense qu'il faut regarder vraiment l'ensemble des éléments. Sur les exonérations, l'article 64 du PLF le prévoit d'ores et déjà. Sur les restes, continuer. Évidemment, on va se revoir. J'étais hier avec le Premier ministre, avec Région de France, parce qu'il y a aussi des sujets qui doivent être regardés. Je pense au versement mobilité. Moi, je fais partie de celles et ceux qui considèrent que le versement mobilité est un outil. C'est un outil dès lors que l'on fait le choix d'investir pour des infrastructures. Le sujet de la gratuité est un sujet politique de chacune des communes. En revanche, le sujet de l'investissement sur l'infrastructure doit nous permettre de regarder potentiellement ce que nous pouvons faire en matière de versement mobilité. Je crois que ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons travailler. J'ai bien entendu
la proposition que tu as faite, Sébastien, sur la fiscalité. Je crois que nous ne pouvons pas ne pas nous pencher sérieusement sur l'évolution de la fiscalité de nos collectivités. Parce que, quelque part, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où finalement, nous avons dans nos villes et dans nos territoires toute une partie de la population qui ne participe aucunement à l'effort global. Alors évidemment, quand tout est gratuit, c'est toujours beaucoup plus facile. Et donc, il y a là, incontestablement, une réflexion à mener. La politique du toujours plus a un coût. Et celle-là, elle doit incontestablement être regardée. Ce qui veut dire que quelque part, travailler autour de ça, c'est travailler cette idée de comment je suis en capacité de passer d'un État tutelle à un État partenaire. Chacun prend ses responsabilités et on travaille ensemble sur le sujet. Évidemment, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas parler de l'eau. Et je vais tout de suite vous dire quelque chose d'extrêmement précis. Le 9 octobre, le Premier ministre a répondu à une attente du Sénat. Les choses sont claires, il visait particulièrement les élus de montagne et le sujet de l'eau en montagne avec a priori certains élus ruraux qui dans leur compte ont un peu de revenus liés à la distribution de l'eau. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une opposition absolue sur la notion de rétroactivité. Je dis bien opposition absolue, il y aura donc un avis défavorable sur l'amendement sur la rétroactivité. C'est extrêmement important. La mutualisation, c'est le sens même de l'intercommunalité. L'eau, c'est un exemple majeur de ce que l'on peut faire. Moi, je l'ai vécu sur mon territoire. J'ai des souvenirs très précis en matière d'équipement. Quand on fait une communauté urbaine, on mutualise. Et ça veut dire concrètement dans la vie des stations d'épuration en moins, de l'efficacité. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse le faire. Dans les éléments que vous avez également évoqués, il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on doit pouvoir continuer à travailler. La simplification est incontestablement une boussole. L'économie, elle doit commencer dans les services de l'État. Et moi, j'ai demandé, et je le dis en regardant Stanislas Bouron, qui dirige la NCT, j'ai demandé que dans toutes les agences dont j'ai la responsabilité, on fasse un inventaire des économies que l'on peut faire. Parce que l'économie, elle doit commencer par nous quand on la demande aux autres. C'est juste une symétrie bien comprise. C'est un des éléments de la confiance. Sur les marchés publics, là aussi, je pense que nous devons regarder comment nous pouvons avancer. Le marché public, c'est un sujet concret dans chacune de vos collectivités et je pense que nous devons avancer. Le dernier élément, c'est celui de la déconcentration. Monsieur le préfet, je voudrais vous dire combien je sais que je peux compter sur les préfets. L'intercommunalité de France a été d'ailleurs à l'origine de l'un des derniers documents de contractualisation entre nous que je veux reprendre, c'est celui du CRTE. Le CRTE, c'est un contrat. Moi, je veux comprendre pourquoi certains fonctionnent bien, pourquoi d'autres sont plantés, et comment, entre nous, avec une contractualisation bien organisée, bien suivie, bien comprise, on a capacité à travailler ensemble. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment partenaires, chacun prend ses responsabilités, chacun rend des comptes et on avance au service de notre territoire. Donc, vous le voyez, ma logique, c'est une logique de faire ensemble. Le chemin est extrêmement difficile, mais je crois que ce qui nous réunit, c'est la passion de l'action publique, c'est la passion pour nos territoires. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là ce matin, c'est la raison pour laquelle vous avez voulu échanger les uns avec les autres. C'est aussi la raison pour laquelle je suis venue discuter avec vous. C'est pas quand tout va bien qu'il faut se voir. C'est au moment où il y a des challenges. C'est au moment où on doit trouver des solutions. Je suis gourmande de vos challenges parce que vos challenges, ils sont pour nos concitoyens, ils sont pour la France. Merci à chacune et chacun d'entre vous.